Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec un grand homme d'affaires. Son nom, Charles Znati. Peut-être vous ne le connaissez pas, tout simplement parce que Charles est un homme d'affaires de l'ombre. Derrière ce nom se cache en réalité la formidable success story Pierre Hermé, dont je suis sûre que vous avez entendu parler. Charles était tout simplement pendant des années, pendant 20 ans, le CEO et associé de Pierre Hermé, l'homme de l'ombre qui a su faire émerger le talent incroyable du chef. J'ai trouvé que cette histoire, ce backstage, l'envers du décor de cette fabuleuse success story méritait évidemment un épisode et c'est ce que Charles a accepté de faire en répondant à mes questions. J'espère que vous allez y trouver autant de plaisir que j'ai eu à l'interviewer. Et je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Charles Znati. Bonjour Charles, Bonjour Pauline. je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai, je sais même pas par où commencer, à vrai dire. On a déjà commencé à parler littérature, petit déjeuner, sémiotique, enfin, je sens que ça va partir dans tous les C'est sens. vrai que l'entretien a déjà démarré, donc Faut que voilà. vous Mais je suis sachiez, je suis chers ravi je auditeurs. suis ravi que je suis ravi d'être là, Pauline. Ça me fait très, très plaisir d'être ici. Écoute Charles, j'ai quand même envie de revenir évidemment sur la fabuleuse, histoire Pierre Hermé pour, commencer, que tu as dirigée, pendant 10 ans, qui est la première marque de pâtisserie au luxe. 20? 20? 20 ans? Oui, Voilà, tu vois, je te tu me rajeunis, c'est je te gentil. rajeunis. Hem, mais en gros, moi, ce que je trouvais hyper intéressant au-delà de la success story, c'est que pour moi, en fait, pâtisserie, avant, c'était ne rimait pas avec luxe. Enfin, c'est Mmh. même, on peut dire, une oxymore et en fait, je me suis du coup posé la question, étant moi-même assez intéressée par les sujets du luxe, quels sont pour toi les ingrédients qui ont fait que vous avez réussi à en faire une marque de luxe? Pour toi, si tu prends énormément de recul sur ces 20 années, qu'est-ce qui fait que vous êtes les premiers à avoir réussi à faire d'une pâtisserie une marque de luxe? Bah, d'abord, c'était une stratégie, c'était d'abord c'est une croyance. Mon premier business plan s'appelait, la pâtisserie haute couture et je l'ai écrit pendant l'été 96. Et j'ai créé la première boîte, la première structure juridique que j'ai créée, avec Pierre Hermé, c'était au mois de novembre, 96. J'ai un marqueur assez simple puisque c'est mon fils, le plus jeune est né, le 25 octobre 96 et j'ai été, à la chambre de commerce enregistrer la boîte au registre du commerce, une dizaine de jours après sa naissance. Et en fait, c'est l'idée, elle est partie d'un constat, c'est que, dans le domaine, de la pâtisserie, heu, il y avait pas, l'équivalent de ce qu'il y avait déjà dans le domaine de la cuisine. Dans le domaine de la cuisine, il y avait des chefs 3 étoiles, l'univers du luxe était déjà arrivé Mmh. dans le domaine de la cuisine, pas dans le domaine de la pâtisserie. Et à ce moment-là, c'était l'émergence, des marques de luxe. On a peine à le croire, mais 96, des maisons comme Hermès, comme Louis Vuitton, comme, Christian Dior, ne sont absolument pas au niveau de ce qu'on connaît Ouais, aujourd'hui. ouais. Heu, Hermès, c'est quelques dizaines de boutiques, Louis Vuitton, je ne sais pas si Bernard Arnault a encore acheté Louis Vuitton. Christian Dior, je pense que c'est Gianfranco Ferré qui est à la tête, de Dior et personne de l'équipe LVMH s'est encore occupé de cette marque. Enfin et il y a vraiment un mouvement, une émergence du luxe à ce moment-là et ma stratégie, ça a été de se me dire: «Bon, bah, forcément, il y a une place à prendre. On peut tenter d'être les premiers à poser la pâtisserie dans le domaine du luxe». Mmh. Ce qui m'a valu un franc succès. En tout cas, une large unanimité puisque, aucun investisseur, aucun fonds d'investissement, aucun banquier, Il a cru. n'y a cru et tout le monde me disait: «Écoute Charles, tu es gentil, mais Ouais. reviens nous voir avec un vrai business plan quoi, quelque chose de sérieux». Donc c'était un moment, je pense, où, voilà, on a eu beaucoup de chance par rapport, en termes de timing. Heu, Après il y avait une analyse, du marché et la situation qui nous a permis d'aller dans cette direction-là.
Si je me trompe pas, mais tu vas me dire, si c'est une erreur, il me semble que vous avez lancé une première version de Pierre Hermé qui n'a pas eu le succès escompté et qui ensuite, a été modifiée et vous avez lancé donc une deuxième version quelques années plus tard, je crois 98-99, enfin je connais pas les dates exactes. Mmh. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien qu'on en parle parce que je pense que souvent derrière des succès, on a l'impression que c'est un long fleuve tranquille, la pente est montante, tout se passe bien, c'est facile. Déjà, tu nous dis que les investisseurs, c'était pas si simple que ça et on a vite oublié, en fait, tout le travail, toutes les difficultés, les challenges qu'il y a pour arriver, en fait, à construire une marque, internationale comme ça peut être le cas avec Pierre Hermé. Oui, alors c'est effectivement, tu as raison de dire que c'est rarement un long fleuve tranquille. En l'occurrence, c'est un mélange de rencontres, d'opportunités. Heu, la 1re opportunité, c'est que, moi, mon métier à la base, c'est le conseil et j'avais ma propre boîte, qui faisait du conseil en stratégie, du conseil en marque. Donc cette boîte, elle a servi de structure incubatrice. Mmh. L'autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas tout de suite démarré avec, des pâtisseries qui avaient pignon sur rue. On a d'abord démarré avec des clients pour les pour le compte desquels nous faisions du conseil. D'accord. Donc notre premier client en France, s'appelait Ladurée. Donc on a, 1er janvier 97, Pierre Hermé devient, directeur artistique, de Ladurée. En réalité, c'est un contrat qu'on passe avec le groupe qui est propriétaire de Ladurée pour, faire la transformation de cette marque et de cette boîte, passer de la rue Royale aux Champs-Élysées, Franck et Fils, Le Printemps, et cetera, et cetera. Donc on structure tout ça et puis on a, aussi, on embraye sur un contrat de conseil aux États-Unis avec une entreprise qui s'appelle Wegmans. Wegmans, c'est une chaîne de supermarchés qui, veut c'est un peu une sorte de grande épicerie, mais à l'échelle américaine. C'est une boîte qui fait, 3 000 000 $ de chiffre d'affaires et où tous les produits sont à la marque de l'enseigne. D'accord. Et donc tu as un monsieur Wegmans qui s'appelle, en l'occurrence Danny Wegmans, qui veut avoir de la viande Danny Wegmans, du fromage Danny Wegmans, du poisson Danny enfin voilà et il a pas de, rayon pâtisserie et donc on va commencer à travailler pour lui. Voilà, donc on a 2 clients et puis il y a un truc extraordinaire qui se passe. À peu près au moment où je crée la boîte, on reçoit une invitation, de la part d'un grand hôtel, à Tokyo qui nous adresse une invitation pour qu'on crée une sorte d'événement qui s'appelle le mois de la pâtisserie française. OK. Et moi, comme j'ai, une boîte de design et que j'ai tous les moyens de produire des choses, je produis une sorte de mini pop-up store, heu, qui est marqué en gros Pierre Hermé. Et puis j'envoie ça au Japon en disant: «Bah, voilà, vous avez le mois de la pâtisserie française, alors, mais moi de la pâtisserie française, ça s'appelle Pierre Hermé» et on va démarrer comme ça, une relation, de long terme avec, l'hôtel New Otani. La boutique existe toujours, même encore aujourd'hui et ça sera notre premier point de vente, qui sera, ouvert à Tokyo, au sein de l'hôtel New Otani. Donc tu vois, c'est un peu un espèce de mélange. Moi, je suis très, heu, pour ce que Lévi-Strauss appelle la pensée sauvage. C'est-à-dire, je prends les trucs qui traînent par terre et puis Tu prends ce qui passe, enfin bon et puis j'en fais, et tu en fais quelque chose de j'essaie d'en beau. faire quelque chose, voilà. Ça, c'est mon mode de fonctionnement. Alors ça me fait on va revenir, sur, l'aventure Pierre Hermé, mais ça me fait, vouloir faire une petite transition justement sur ta vie, avant et donc tu disais, tu étais à la tête d'une d'une boîte de design. Oui. Comment est-ce que tu es arrivé à t'intéresser, donc, en particulier, au design? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé donc on va revenir un petit peu plus en arrière, mais Mmh. qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au secteur de la publicité, au storytelling, au design? Alors, soyons clairs, je me suis jamais intéressé au secteur de la Ah bon? publicité, je ne savais pas quoi faire. Je Bah, c'est les bien! les études m'ennuyaient prodigieusement et une de mes amies qui avait un petit studio de création graphique, me dit: «Tu vas pas rester là comme ça à rien faire». J'avais, pas tout à fait 20 ans, et elle m'envoie faire un stage dans une agence de pub
et donc je fais un stage dans une agence de pub et à l'issue de mon stage, mon patron me dit: «Eh bah, est-ce que tu voudrais pas rester un mois de plus?» Je dis: «Ah, il y a pas question, maintenant c'est les vacances, le mois de juillet démarre, voilà». Et il me dit: «Mais si on te donne un salaire, est-ce que tu serais disposé à rester?» Je dis: «Ah, dans ce Oui, parce cas-là, qu'à l'époque, les stages n'étaient pas payés, bien sûr. non, 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 j'étais remercié d'une franche poignée de main». Ouais. Hem Et donc je me suis retrouvé dans la pub comme ça et mon premier job, ça a été d'écrire, des choses, très intéressantes, enfin de faire un travail de rédacteur qui était vraiment passionnant. Par exemple, les courriers que la caisse d'allocations familiales adressait aux allocataires ou bien, les guides, que publiait, le ministère des PTT pour expliquer aux gens comment faire pour, hem, comment dire? Réexpédier leurs courriers, D'accord. pendant les vacances ou affranchir leurs lettres, de Tu étais dans manière le concret, quoi. convenable et cetera. Voilà, c'était des choses vraiment passionnantes et pour moi, la publicité, c'était vraiment un métier, qui était extrêmement éloigné de mes centres d'intérêt. J'étais même, assez surpris qu'on puisse être payé à faire des trucs pareils. Je 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 trouvais ça presque injuste parce que, à l'époque, on s'amusait énormément Mmh. dans les agences En de pub, ouais. publicité. Quand je vois la manière dont, la jeune génération travaille Ouais. dans, les espaces de coworking, et cetera, je suis frappé de voir que, ils déconnent pas, en fait, alors que nous, on passait notre temps, à s'amuser comme des gamins, quoi. D'ailleurs, la plupart des gens étaient des gamins, donc Mais tu as bossé d'ailleurs, enfin, quoi, pendant 15 ans, un truc comme ça, dans le secteur de la pub, au final? Donc oui, pour un hasard, tu resté ça t'a bien accroché, oui, cette oui, non, histoire? j'ai adoré cette période, c'était extrêmement, c'était très sympa. J'ai fait plein de campagnes qui étaient très drôles. Ce que j'aimais beaucoup et qui m'a, c'était le côté compétitif. Mmh. C'est-à-dire que, il y avait une sorte d'excitation à remporter un client puisque à chaque fois qu'on doit remporter un client, on est mis en compétition avec d'autres agences et cetera. Puis bon, là, c'est vraiment un truc d'ego, quoi. Faut se mettre en jeu complètement, faut arriver à séduire quelqu'un, faut arriver à le séduire intellectuellement, esthétiquement, enfin, il y a tout un voilà, donc ça m'amusait beaucoup. Avant ça, j'aimerais revenir en arrière à ton enfance. Est-ce que tu pourrais me décrire, comment était la vie du petit Charles? Où est-ce que tu es né? Comment était ta famille? C'était quoi l'ambiance à l'époque? Alors, moi, je suis né au Maroc, à Casablanca. J'ai fait toute ma scolarité, à l'école primaire, dans une, école, catholique, qui était, aux yeux de ma mère, l'endroit où, on recevait une bonne éducation. Heu, Alors qu'on était juifs, donc enfin, on est juifs et donc il y avait comme ça une sorte de consensus sur le fait que pour avoir une bonne éducation, voilà, fallait, aller dans un établissement catholique. D'accord. Donc on se retrouvait, des gamins, chrétiens, juifs, musulmans, et c'était «Je vous salue Marie» pour tout le monde. Et puis de temps en temps un coup de pied au Absurde. derrière si on marchait pas droit. Donc il y avait une forme d'égalité, qui était extrêmement plaisante et je suis arrivé en France, au moment de l'entrée en 6e. Le climat politique, à l'époque au Maroc était pas très stable et cetera. Mes parents étaient inquiets et pour moi ça a été un vrai bouleversement, parce que, quelque part c'était ma première prise de contact avec, d'abord un endroit où il faisait froid, où les gens les gens étaient pas sympas Mmh. et hem et hem et enfin pas bienveillants et Pas chaleureux. pas chaleureux et racistes Mmh. et ça, ça faisait pas partie de mon monde, ça faisait pas Ça, tu partie de l'as ma senti réalité. même en étant aussi petit? Oui, 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 je c'est on m'a traité enfin, Mmh. d'arabe, enfin pire et j'étais choqué parce que j'étais voir ma mère en disant: «Mais
«Mais ça veut dire quoi? C'est pourquoi ils disent ça?» Mmh. Et elle m'a dit: «Bon, mais c'est bon, tu dis rien, tu Laisse te tomber, ouais. tais, c'est pas grave, faut» voilà. Et donc le fait d'être regardé par les étrangers, par exemple, je vais te raconter une anecdote que j'ai mis énormément de temps à processer. Heu, Moi j'adorais lire. J'ai toujours adoré lire. Heu, j'ai commencé par lire l'encyclopédie, en 12 volumes. C'était mon premier. Et quand, je fais ma première rédaction, heu ici dans un grand lycée, et cetera, la prof de français qui était une vieille femme acariâtre, que tout le monde détestait, rend les copies à tout le monde. Et puis moi, elle dit: «Bah, monsieur Znati, bah, c'est 0». Je dis: «Ah bon?» Et moi j'ai le livre m'avait bouleversé, donc j'avais adoré le livre, c'était tellement génial, et cetera. C'était mon premier Balzac, donc c'était vraiment quelque chose de puissant. Et elle me dit: «Heu, vous ne pouvez pas avoir écrit vous-même Mmh. cette chose, ce résumé», enfin, on ne disait pas dissertation, et cetera. Et j'ai pas compris, j'ai mis longtemps à comprendre qu'à ses yeux, quelqu'un comme moi ne pouvait pas avoir écrit un truc pareil sur Balzac. Et tu pas essayé à l'époque de te justifier, d'expliquer que N c'était le cas, non? Enfin, c'était impossible, je me rends pas compte. Non, c'était pas possible. Non, non, heu, elle était vraiment grave. On n'avait pas le droit de lever la main pour poser une question. Mmh. Donc voilà. Je me suis amplement vengé en mettant, une pagaille pas possible Très bien. dans ces cours au cours des années qui ont suivi, hein, donc heu, Et tu dirais que ça t'a marqué ces bouleversements, enfin ce changement de vie, ça m'a qu'est-ce pas que marqué au sens où, non, ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a permis avec le recul, peut-être de mieux comprendre, ce que quelqu'un peut ressentir quand il est, regardé de travers, quand il est, regardé comme l'autre, comme un étranger, comme un, voilà. Je pense que, par exemple, ce que peuvent éprouver aujourd'hui des jeunes, des quartiers comme on dit, je peut-être que je le mmh, comprends au travers de cette expérience. En tout cas, je me projette, heu là-dedans. Je je peux comprends. comprendre, ce que c'est susceptible de leur faire. Quelles sont les valeurs, les plus importantes que tes parents t'aient transmises? En tout cas que tu retiens? De ma mère, la, mmh, le l'amour inconditionnel, absolu, C'est méditerranéen ça. oui, c'est ça. La mère juive, tu vois, qui Quelle chance. Voilà, donc ça, c'est après ça n'a pas que des avantages, Oui, oui, tu je peux vois? imaginer Il peut y que avoir il peut y avoir une certaine présence, voilà, écoute, mais mon mari est libanais, donc je vois assez bien ce que ça peut être. La présence passe beaucoup par la nourriture d'ailleurs. oui, absolument, absolument. Paix à son âme, elle avait, cette capacité incroyable si on lui disait si elle apprenait que quelqu'un était malade, dans la famille, elle cuisinait pendant une journée entière et puis ensuite elle mettait ça dans des grosses marmites et elle allait lui apporter à manger. Ouais, c'est Bon, de l'amour. c'était sa façon de voilà. Charles, tu sais ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Tu avais une envie, tu avais un rêve? Non, Tu te laissais, un peu porter ou tu étais de quel naturel? mmh, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque, passé beaucoup de temps à la bibliothèque municipale. Pour moi, c'était, une façon de découvrir le monde. Je trouvais ça vraiment enfin, j'adore toujours ça, donc c'est mon voilà, c'est et donc j'étais plutôt calme. Aussi il y a pas mal de différences entre moi et mes aînés, donc j'étais pas tellement entouré, ni parmi mes cousins et cetera. Il y avait assez peu d'enfants de mon âge. Il y en avait pas d'ailleurs, je crois, donc j'étais un peu le voilà, donc j'étais l'enfant sage, Le petit rat de bibliothèque. qui lisait dans son coin. Si on revient à cette, période, pub, bah, tu as fini par quitter, les entreprises avec lesquelles tu bossais pour créer ta propre entreprise, donc la Oui, fameuse boîte de conseil dont on parle. oui.
Est-ce que tu pourrais me parler de cette période? Qu'est-ce qui a justifié ce grand saut quand même dans l'inconnu, alors que tu dois avoir un certain confort, quoi, je peux imaginer, parce que Mmh. tu avais finalement bossé dans des boîtes, très prestigieuses? Oui, j'avais 2 types de confort. Le premier, c'est quand j'ai fait le pas, le premier, c'est que j'avais un patron qui était, extraordinaire et que j'adorais, heu et quand j'ai été le voir en lui disant: «Écoute, voilà, je» alors on m'avait proposé de créer la filiale d'un groupe, américain. Je dis: «Voilà, je vais créer ça et cetera» et sa réaction, ça a été de me dire: «Oh là là, tu énervant, si tu veux une augmentation, tu as qu'à me la demander. C'est pas la peine de passer par un détour pareil» et je lui dis: «Non, en fait, c'est pas tant la proposition qu'on me fait qui m'intéresse, c'est le fait d'être tout seul à la tête Mmh. du système. En fait, je veux tester l'absence de patron». Et ça, c'était et du coup, il a eu cette remarque incroyable qui m'a porté pendant des années. Il m'a dit: «Bah, dans ce cas-là, tant mieux, mais si ça ne marche pas, n'aie pas honte de revenir» Mmh. et je trouvais ça extrêmement gracieux de sa part de le poser dans ces termes-là. De dire: tu peux aller faire ce que tu as envie de faire et si tu reviens, tu as ta place, elle est là. Enfin, c'était incroyable et j'avais une relation formidable avec lui, je m'entendais très, très bien avec lui. Voilà, le moteur, c'était de dire, «Je veux être mon propre patron». Donc Mais tu te lances, voilà, à ton compte, aux filiales d'un grand groupe, d'accord, ça se passe très mal. C d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, moi je fais de la pub et le groupe, de communication me dit: «On va créer une filiale entre guillemets design». Sauf que moi j'ai jamais fait de design de ma vie, je ne sais pas ce que c'est pas mon métier et heu et donc c'est un carnage et puis, voilà, à la suite d'un concours de circonstances, finalement ça s'est ça les choses ont commencé à démarrer. Et donc j'ai racheté, la société au groupe en leur disant: «Bon, moi je veux bien enfin ça va continuer mais Sans sans vous, vous quoi, parce ouais. qu'en fait vous êtes plus un poids pour nous qu'une aide» et donc il y a eu un malentendu. Je pensais que vous alliez, sachant que moi c'est pas mon métier, que vous alliez accompagner le démarrage de cette boîte et cetera. Vous faites rien, donc il va falloir que je me débrouille tout seul. Bon, bah, tant qu'à me débrouiller tout seul, autant le faire sans vous. Donc je rachète la structure au groupe en question et puis on démarre cette aventure qui a duré, pas loin de 9 ans. Et donc qui s'achève, si je puis dire, par la rencontre avec Pierre Hermé? Non, Non? non, Ah, non, bah, elle tu vois, alors s'achève corrige-moi. pas avec la Alors vas-y, non, comment ça non, s'achève? parce que, l'aventure design, elle commence en 89 OK. et Pierre, je le rencontre en 92. Il est chez Fauchon, mais la première personne, qui va me parler de nourriture, c'est Michel Brasse. Mmh. Voilà et pour ça, je t'ai apporté un livre. Que je vais quand même montrer parce qu'il est superbe. Le Voilà. livre de Michel Brasse, qui pèse son poids, donc j'essaye Oui, de l'attraper. Voilà, on va le montrer donc pour les personnes qui nous regardent sur YouTube. voilà, J'ai jamais, eu la chance d'aller chez Brasse encore, mais j'en rêve. voilà et Michel, vient, nous voir. Je sais plus comment il avait entendu parler de nous, mais il vient nous voir en disant: «Voilà, j'ai le projet de créer un nouveau lieu, un hôtel, restaurant, et cetera et je me pose des questions par rapport à la manière dont, il faudrait communiquer». Il me dit: «Est-ce que vous avez entendu parler, des études style de vie, du Centre de communication avancée?» et là, j'ai, une sorte de malaise. Je dis: «Oui, j'en ai entendu parler, c'est des études avec lesquelles, les grandes marques, de l'agroalimentaire travaillent». Je connais très bien Bernard Catla qui est le patron du Centre de communication avancée, c'est le fondateur. On peut organiser un déjeuner si vous voulez, mais lors du déjeuner, il va vous écouter. Parce que lui, il mène des études sur tout un tas de gens et cetera et ça sert de boussole pour les grands industriels de l'agroalimentaire, mais face à vous et la question qu'il va vouloir entendre de votre bouche, c'est:
de comment est-ce qu'on va se nourrir demain. Ça va l'intéresser. C'est pas donc acheter son étude ne vous servira à rien du tout. Et comme ça, on démarre une relation professionnelle. Et avec Yann Pénors, mon associé de l'époque, on crée tout l'univers de Michel Bras, son logo, ses menus, la mise de table, on l'accompagne dans tout son travail. Et le livre qui est là, bah, c'est son premier livre, c'est vraiment un livre auquel je tiens beaucoup, d'autant qu'il m'a été offert par Ginette et Michel Bras. Parce que Mmh. Michel Bras, c'est un couple, c'est 2 personnes, c'est Ginette et Michel. Toute l'aventure, toute l'histoire, c'est Ginette et Michel. Et puis derrière, il y a une famille, il y a Pépé, il y a Mémé, puis maintenant il y a les enfants, etc. Bon, il y a Sébastien, donc voilà. Donc ça, c'était le premier. Concomitamment au travail qu'on faisait pour Michel Bras, il y a un autre chef pour qui on a commencé à travailler à la même époque, qui était un jeune chef talentueux qui a commencé à Monte-Carlo, qui s'appelle Alain Ducasse. Et donc, pareil, on fait tout un tas de choses pour Alain Ducasse. Et tu te spécialises dans le secteur de la gastronomie par choix? C'est un hasard? C'est Mmh. des rencontres? Non, alors, il y a quand même un écosystème, il y a des fées qui sont, à côté de nous. Il y a une femme extraordinaire qui s'appelait Marianne Comolli. Marianne était, la rédactrice en chef de la rubrique cuisine de Marie-Claire. OK. C'était un puits de science pour tout ce qui touchait à la nourriture, à la gastronomie. Elle savait tout, elle connaissait tout, elle avait le palais absolu. En plus de ça, c'était une fée. Voilà. Et puis il y a un photographe de nature morte avec qui mon premier rapport à la nourriture, c'est au travers de la photographie. Parce que mon métier, c'est quand même l'image. Et c'est Jean-Louis Bloch-Lenné. Et Bloch-Lenné est un des très très grands photographes de nature morte. D'ailleurs, j'aurais pu t'apporter un livre de Jean-Louis Bloch-Lenné. Écoute, Voilà, on tu en as mettra déjà peut-être. apporté pas mal. Voilà. Et donc, le regard de Jean-Louis Bloch-Lenné sur la nature morte est Mmh. vraiment extraordinaire. Il a, il a cette capacité de rendre vivante, justement. Les Anglais disent still life. Mmh. Nature morte, ça rend, C'est un peu triste, ouais. ça rend pas. Enfin, c'est l'inverse, quoi. Tu vois. Donc, still life, Jean-Louis Bloch-Lenné fait du still life. Mmh. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on aborde cet univers des grands chefs. Et Pierre Hermé, notamment grâce à Frédéric Ernestine Grasser, donc sa seconde épouse, qu'on a rencontré, qui est dans le... Voilà, nous amène Pierre Hermé un jour à l'atelier et elle nous présente le chef pâtissier de Fauchon. Donc, voilà. OK. Et donc, moi, mon aventure professionnelle avec Pierre Hermé, elle va démarrer beaucoup plus tard. Elle va démarrer fin 96. Au moment justement où vous commencez à travailler ensemble pour la durée? Exactement. En fait, on a conçu le projet, Pierre et moi, de s'associer. J'allais te demander en fait justement ça, c'est-à-dire que est-ce que d'une certaine manière le conseil a été un premier test pour vous et donc en fait vous vous êtes dit: «Bah, vous allez commencer à collaborer dans le cadre du conseil», avec quand même derrière dans la tête l'idée de créer un jour une marque? Est-ce que ça s'est fait de manière spontanée? Comment est-ce que ça s'est passé? Il y avait plusieurs choix, il y avait plusieurs possibilités. On a regardé un petit peu autour de nous, on s'est posé la question, au fond, si on fait quelque chose ensemble, si on crée une structure ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, mon ami, feu Jean-Pierre Coff, me dit: «Bah, ce qui serait formidable, c'est que vous fassiez, 1 gâteau par jour». Parce que Pierre, c'est vraiment, voilà, si tu veux faire de la haute couture, vous faites vraiment de la haute couture. Vous faites 1 gâteau par jour et c'est suffisant. Mmh. Au fond, c'est un peu ce que Cédric Grolet fait aujourd'hui, tu vois? Modulo les réseaux sociaux, Ouais. mais voilà.
Et puis, il y a eu cette proposition formidable qui est arrivée sur la table de la part de Francis Holder, donc le groupe Holder, et La durée, qui donc. avait racheté la Maison La Durée et qui voulait avoir un chef pâtissier, qui voulait relancer cette marque, qui voulait relancer cette maison, etc. Donc, on a bâti un projet ensemble. C'est vrai qu'on se rappelle pas, je me permets de t'interrompre, mais à l'époque, La Durée, il y avait pas du tout des boutiques, enfin, comme maintenant quand on va à l'aéroport, un peu partout, enfin, je veux dire, Non, c'était non, une petite il y avait la c'était... rue Royale, Oui, il quoi, y avait une boutique royale, c'est point. à peu près tout, non? Oui, oui, mais Francis Holder avait une vision Ouais. qui était très, très audacieuse. Alors là, pour le compte, ne serait-ce que d'avoir choisi de s'installer du côté de l'ombre des Champs-Élysées, Mmh. enfin, de ce Oui, à côté-là l'époque, il des y avait aucune Champs-Élysées, il n'y marque, avait ouais. personne. Ouais. Non, mais l'actuel magasin, enfin, salon de thé, La Durée, le Navire Amiral, Mmh. c'était le flagship de Japan Airlines. Il y avait que des compagnies aériennes de ce côté-là. Il y avait pas Vuitton, il y avait rien du tout. C'était, personne voulait s'installer de ce côté-là. Mmh. Donc déjà avoir l'audace de faire Visionnaire, ouais. ça, c'était incroyable. De dire: «Bah, je vais mettre un chef pâtissier, je vais lui donner un rôle de star, et cetera. Je vais lui donner carte blanche pour le faire et tout». Enfin, c'est invraisemblable. Voilà, donc c'était formidable. Donc il y a eu ça, il y a et puis le Japon aussi qui s'est, finalement présenté tout seul. Je voudrais revenir sur l'association avec Pierre Hermé. Je te pose la question parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont des entrepreneurs et bien souvent se posent des questions sur l'association. Et Mmh. il me semble de ce que tu dis que vous aviez décidé, ou en tout cas que vous envisagiez de vous associer avant le projet, Oui, ce qui est assez original. Puisqu'en fait, ça peut arriver, mais c'est bien souvent, il y a un projet et à ce moment-là, on cherche un associé. Pourquoi est-ce que vous aviez cette envie? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, parce que des chefs finalement, tu en as rencontré d'autres, c'est lui et vice-versa? je pense que c'était, le partage, on était vraiment, à l'aise avec une idée, toute simple, toute bête, c'est qu'on pouvait faire de son patronyme une marque et que cette marque allait devenir, la référence mondiale de la pâtisserie. Alors dit comme ça, tu te dis: «Bon, ils sont Mais vous complètement». aviez cette vision Ah dès le complètement. départ. Voilà, c'est en fait, c'est le but, c'était ça. Donc on avait un but, j'avais absolument aucune idée de la manière dont on allait y parvenir et Pierre non plus, c'est pas mais on savait que c'est ce qu'on voulait et c'est ce vers quoi on allait tendre. Donc ensuite on s'est arc-bouté et on a fait en sorte d'aller dans cette direction par tous les moyens possibles et imaginables et on a fait feu de tout bois pendant de nombreuses années. Feu de tout bois, c'est une manière poétique de le dire. Si on prend beaucoup de Mmh. recul, Charles, qu'est-ce qui pour toi ont été les principaux facteurs clés de succès ou en tout cas, peut-être tes plus grandes fiertés, mais ce qui pour toi a fait la grande, grande différence de cette aventure qui, a fait que, ben, comme tu dis, enfin, vous êtes arrivé au but qui est aujourd'hui pour moi franchement, Pierre Hermé, c'est le nom quoi. Je veux dire, tu penses pâtisserie, de luxe, tu penses Pierre Hermé, il y a plein d'autres chefs et cetera, mais c'est vrai que vous avez atteint, je trouve, une notoriété, enfin, en tout cas dans mon imaginaire, c'est clairement, je vais pas te flatter, mais franchement, je trouve que vous avez touché l'objectif, quoi. Merci, bah, écoute, tu m'as flatté, mais c'est flatteur. Donc C'est merci sincère. beaucoup. Bon, on Heu, peut quand même dire, je suis désolée, mmh, j'interromps, que j'ai travaillé dans une autre vie pour une autre pâtisserie, c'est que vrai. j'avais postulé à l'époque, chez Pierre Hermé, Mmh mh. parce que j'étais très fan de la marque. Mmh mh. Je me rappelle pas, c'était quoi, en 2010, je crois, hein, C'était il y a longtemps, ouais, c'est et que vraiment je t'avais eu la tu m'avais reçu, tu je avais t'avais eu la reçu. gentillesse de me recevoir Oui, et que j'avais passé un super entretien et que tu et m'avais gentiment recalé, je crois qu'on peut le dire, oui. Oui, mais bah, très gentiment. mais très gentiment en te disant: «Mademoiselle, je crois que vous méritez mieux que ça».
De alors j'ai C'est-à-dire que jamais su pour être honnête si bah, tu me c'était l'as ça en fait. C'est-à-dire que quand je t'ai vu et quand j'ai vu tout ce que je dis bah en fait non, en fait, c'est pas juste. Elle peut pas, elle- c'est pas possible. écoute, l'histoire ne saura jamais si tu as été extrêmement poli et délicat ou si c'est la réalité, mais en tout Mais cas, en tout j'étais cas, très honorée à l'époque ouais, et donc j'ai un attachement particulier aussi pour la marque. Mais j'ai un donc je t'ai souvenir très précis de ça, c'est hein. vrai? Oui, Mais oui, je crois qu'on avait en déjà fait, parlé de sémiotique à l'époque en bien entretien, ce sûr, qui est absurde. et j'étais déjà impressionné par, Bah, par ton écoute talent, bah, voilà. écoute, Donc c'est une je admiration je te réciproque. remercie. Pour revenir donc à oui, cette question de Mmh. qu'est-ce qui a enfin, sur l'association et non pardon, sur Oui, les facteurs clés de succès? les facteurs clés de succès, moi moi j'ai un point de vue analytique dessus. D'abord, en termes d'analyse de marché, il n'y a pas de la case haut de gamme, Mmh. luxe dans la pâtisserie, heu, est très, très peu occupée. À l'époque, il y a des maisons comme Dalloyau, qui sont des traiteurs. Il y a, le nôtre, qui est Mmh. un traiteur aussi. Il y a Fauchon, qui est un, distributeur, multispécialiste. Il n'y a pas de, pâtissier de chez pâtissier. Mmh. Il y a eu, par le passé, des grandes pâtisseries à Paris, des maisons comme Bourdaloue, comme Coquelin-Aîné et cetera, mais qui ont toutes, connu, leur heure de gloire qui s'est à peu près arrêtée dans les années 70 et donc 70-80, il y a une sorte de trou. 90, on passe, dans une époque un peu les années noires de la pâtisserie, où la pâtisserie ressemble à rien, les pâtissiers font des mousses, à la fraise, au D'accord. citron et cetera. Puis c'est des gâteaux qui sont montés à la va-vite qui sont pas bons. Donc ma première approche, ça a été de dire: «Bon, on peut occuper, une sorte de case de spécialiste dans le domaine de la pâtisserie de luxe». La deuxième chose, c'est comment? Heu et comment? Il y a plusieurs, à l'évidence, il y a plusieurs choix et je me calque, en fait, sur les grandes maisons, de luxe qui Mmh. commencent à émerger et les grandes maisons de luxe qui commencent à émerger, bizarrement, elles ont toutes, comme caractéristique d'être des marques patronymiques. Tout à Alors fait. Vuitton, Dior, machin, bon. Donc je me dis: «Bah, on va singer ça». Pas très original, mais donc on aurait pu appeler ça n'importe comment, on aurait pu appeler ça Pierre et Charles, je sais pas, la pâtisserie du XXIe siècle, tu vois? On appelle ça Pierre Herbé et à partir de là, on construit tout un univers, un univers de signes, heu, qui, heu, engage la compréhension que peut avoir, le client. Qui est comme quand tu es devant, le Magritte, c'est-à-dire, ceci est pas le gâteau que vous croyez. Enfin, Mmh. il faut travailler les signifiants qui sont autour du produit pour permettre aux gens de comprendre instinctivement qu'il s'agit d'une expérience gustative qui va être fondamentalement différente de ce à quoi ils sont habitués. Parce qu'il y a rien qui ressemble plus à un millefeuille qu'à un autre millefeuille. Ouais. Donc si tu mets 2 millefeuilles l'un à côté de l'autre et que tu dis: «Attendez, celui-là vaut le double et il est meilleur», on va dire: «Écoutez, soyez sympa, mais» enfin voilà. Donc il faut construire cet univers-là autour et on va emprunter, le vocabulaire des marques de luxe, c'est-à-dire, le design, intérieur, le packaging, la manière de communiquer, la création des collections, et Même le fait de cetera. starifier quand même le chef aussi, qui était complètement anormal à l'époque. Alors c'est intéressant du point de vue, sémiotique, c'est que, heu, il faut passer du statut du chef artisan, c'est-à-dire celui qui fait, heu, au chef créateur. Ouais. Donc pendant 20 ans, j'interdis absolument qu'on voit Pierre Hermé manipuler un produit. Mmh. Aujourd'hui sur Instagram, tu vois des chefs qui ont des millions de followers, qu'est-ce qu'ils font? Pour Ils que ça montrent arrive. leur maestria
et leur savoir-faire technique. Oui, mais c'est parce que maintenant, en fait, le chef est devenu un chef créateur, en fait, c'est-à-dire, dans l'inconscient, c'est le cas et donc Voilà. on veut plus se retourner sur l'artisanat, quoi. À l'époque, il Mmh. fallait le construire déjà. Voilà et Ce donc nous, on va utiliser un portrait qui est un mmh, portrait de Jean-Luc Bloclenet d'ailleurs, heu, où on voit Pierre en veste blanche qui regarde pas l'objectif. Il regarde vers le bas et il a la main derrière, la tête. C'est un geste d'ailleurs qui lui est très familier et on voit qu'il tourne son regard vers son in vers l'intérieur et donc cette figure du penseur, cette figure du créateur, Heu, ça va singulariser, la marque. mmh, Ça va lui donner, ça va lui donner son sens. Je parle de ma ma contribution. Ce serait injuste de pas dire que ce qui fait aussi le facteur clé de succès, bien évidemment, c'est que, Pierre Hermé, et ça je le décèle, au travers des années qu'on a passées ensemble à s'amuser, à faire des choses et cetera, c'est un créateur, de saveurs. Il est, très, très, expert et très adroit pour associer des goûts entre eux et donc rose, framboise et litchi mmh. ou pistache et griotte et cetera. Il crée comme ça des associations de saveurs qui sont tout à fait emblématiques de son travail et qui resteront comme, des créations de Pierre Hermé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a, un intérêt, profond, pour la technique et il me dit un truc une fois, qui m'a, en fait, compte engagé à vouloir faire des choses avec lui. C'est que je lui dis: «Au fait, mais pourquoi tu passes pas de concours?» Et il me dit: «Mais en fait, pour moi, les concours, ça sert à rien». Je dis: «Ah bon, mais comment ça sert à rien?» Il dit: «Bah oui, en fait, heu, n'importe qui avec, le travail, et cetera, peut arriver à faire un jour un croissant extraordinaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire 1000 croissants tous les jours, mais qui soient extraordinaires» et donc et c'est la grande phrase que Ducasse m'avait appris, qui vient faire écho, là-dedans. Ducasse est le premier chef qui me dit: «Beh, heu, il y a faire», ça c'est le travail du hein, il y a savoir-faire, donc c'est un petit peu plus élaboré. Il y a savoir faire faire et puis il y a faire savoir. Donc et Ducasse, dès le départ, il est très, très clair enfin, c'est très bien Bah oui, il veut articulé dans situer. sa pensée, qu'en fait, il faut cocher toutes les cases Mmh. pour arriver quelque part. Et au fond, ça, c'est très contre-intuitif parce que le, l'image quand même que l'on a du pâtissier, du cuisinier, du charcutier. Enfin, c'est le gars qui est dans sa Mmh. cuisine, avec les mains dans, la farine. Aujourd'hui, c'est plus communément admis que voilà. Mais il y a quand même un mouvement de reflux de ça, où il y a beaucoup de chefs qui, justement, revendiquent le fait d'être là et je connais un certain nombre de chefs qui, quand ils sont pas là, leur restaurant est fermé. Mmh. S'ils ont des trucs à faire, des voyages à faire à l'étranger et cetera, bah, ils ferment le restaurant, à Paris, j'entends. Donc voilà, il y a des cycles comme ça et c'est formidable. Donc les facteurs de succès, c'était ça. C'était d'un côté et bien évidemment, le talent créatif de Pierre Hermé et puis de l'autre côté, bah, ma vision stratégique et la manière dont j'ai articulé les différents signifiants qui ont L'international, Charles, ça a tout c'était une évidence. Enfin, j'ai compris que le Japon est arrivé très vite, donc a mmh. priori, j'ai l'impression que oui, mais tout de suite, la stature de la marque, c'était: «Ça sera une marque mondiale». Oui, alors ça, c'était notre vision, c'était notre ambition. On l'avait clairement, prévu, enfin voulu comme ça. Il se trouve que le Japon est arrivé, Presque tout plus vite que seul. prévu, quoi. Oui, oui, beaucoup plus vite que prévu. C'est d'ailleurs, incroyable quand on y pense. Parce que moi, au départ, je savais pas du tout, m'imaginer qu'un jour je mettrais les pieds au Japon. Je trouvais que l'endroit enfin le lieu, enfin la culture japonaise, je la connaissais pas. Enfin, il y a pas grand chose qui m'intéressait. Même Roland Barthes avait pas réussi à m'intéresser à au Japon. J'avais trouvé l'Empire des Signes ennuyeux, enfin bon, bref, c'était pas c'était pas mon truc. Et en réalité, la première fois que j'y suis allé au Japon, je m'y suis trouvé comme à la maison. C'est-à-dire que, c'était un pays oriental,
Les Japonais, sont très, très proches des Marocains. C'est pas juste une question que c'est à la Tokyo, tu la latitude de Casablanca. C'est qu'il y a il y a une il y a un profond, sens, de l'hospitalité, il y a une très, très grande, comment dire? Les gens sont extrêmement bienveillants, ils sont gentils, ils sont un peu bordéliques, voilà, voilà, je me suis senti vraiment comme à la maison. Et puis j'y ai rencontré aussi, mais ça c'est venu beaucoup plus tard, j'ai rencontré, la femme de ma vie, donc Ah bah, je ça ne ça savais pas, ça ça a beaucoup aidé aussi à à créer un lien. à à créer un lien. Du coup, c'est l'immersion, voilà, enfin elle l'est devenue, pas par la suite, Ultérieurement. mais voilà. Ah bah, tu vois, je ne connaissais pas cette anecdote, enfin anecdote, importante. Mais oui. J'aimerais aussi parler, si ça te va, et tu peux le faire, de la vente, de Pierre Hermé et puis de ton départ. Puisqu'aujourd'hui, tu n'es plus le CEO de Pierre Hermé. Non, Tu as beaucoup d'autres activités j'en ai pas mal. dont on va parler après. Mais qu'est-ce qui a motivé le départ quand on a donné, j'ai envie de dire, sa vie, son sang, son temps en tout cas et enfin, toutes ses nuits blanches et toute son émotion si tu as une boîte comme ça pendant 20 ans. Bon, partir, c'est pas si facile, je peux imaginer. Mmh. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous prendre un peu par la main, nous dire, bah, voilà comment ça s'est passé, et globalement pourquoi ce choix? Avec Pierre, en créant la boîte, on avait une feuille de route, heu et dont j'ai déjà largement parlé. Heu, Partie de la feuille de route, c'était qu'à un moment donné, on était aussi, peut-être, capable de réaliser une opération capitalistique et de trouver un acquéreur, pour cette marque. Heu, à aucun moment, c'était quelque chose dont on se disait que ça allait, nous, perdurer sur des générations, et cetera et cetera. Donc, ça faisait partie du décor. Nous avons eu finalement jusque la période, 97-2010, on a autofinancé notre développement, en partie parce que j'avais aussi, une activité et une boîte par ailleurs, une boîte de conseil par ailleurs. Et en 2010, on a fait une première levée de fonds avec un actionnaire un fonds d'investissement qui s'appelle Crédit Mutuel CIC, qui nous a, accompagnés, pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, on avait réalisé, ce qu'on avait entrepris de faire, donc le business plan était fait et donc on a décidé avec CMCIC qu'il était temps, pour eux de vendre leur participation et de rendre liquide, leur participation. Voilà, donc on a fait une première cession, à l'époque au groupe L'Occitane, en 2015 et dans, la manière dont on avait structuré, notre, pacte d'actionnaires, il était prévu que petit à petit, on cède des paquets d'actions jusqu'à ce que le groupe Occitane devienne Mmh. majoritaire, puis ensuite, finisse par complètement absorber le groupe et puis voilà. Sauf que, en 2019, l moi j'ai trouvé que le ménage à 3, ne me convenait plus. Il y a plein de circonstances dans lesquelles ça peut être drôle, mais mais pas celle mais Pas pas celle-là. mais pas celle-là et heu et donc voilà, j'ai vendu ma participation au groupe Occitane et puis je suis parti, d'une manière un peu comme quand tu retires le sparadrap, tu vois? D'une manière assez sèche, Ouais. en me disant: «OK, je tourne la page et puis on n'en parle plus et puis, on va faire autre chose». Et de toute façon, j'avais envie de faire autre chose, profondément, voilà, ça couvait, ça m'allait pas, en fait et donc c'était, ouais, il y en avait un des 3 qui était trop dans l'affaire. Quand tu pars,
est-ce que tu as déjà une idée derrière la tête? Tu veux faire une pause? Comment ça se passe en fait? Tu es épuisé, à bout, tu as envie de faire, un sabbatique? Tu es plutôt en mode en fait, tu t'es un peu reposé quand même pendant la période, de transition et donc en fait ça va bien et tu as plutôt envie de repartir? Comment ça se passe? Oui, alors effectivement, on a décidé avec, mon épouse d'arrêter pendant quelque temps, de prendre une pause, d'aller se balader, d'aller voir notre famille aux 4 coins du monde et cetera. Et après il s'est passé un truc, tout à fait inopiné, Un événement? un événement et donc cet événement a changé, enfin, tout ce que l'on avait pu, imaginer, prévoir, et cetera. En fait, le bouleversement, il nous a tous affectés. Il s'est trouvé que, dans l'intervalle, On parle bien sûr du Covid là, à oui, ce oui, bien stade? sûr. Il s'est trouvé qu'en fin d'année, 2019, j'étais élu par mes pairs, président du MEDEF Paris. Alors j'avais été, pendant 9 ans, vice-président et trésorier de cette association et comme, mon prédécesseur, le président Chilansky était, arrivé au bout de son 3e mandat de 3 ans, bah, tout le monde s'est retourné vers moi en disant: «Bah, tiens, toi qui as Ouais. rien à faire, le mistigris, va C'est le t'échoir». bon moment. Et je l'ai pris avec beaucoup de plaisir parce que voilà, ce à quoi je m'attendais pas, bah, évidemment comme tout le monde, hein, c'était ce qui allait Ouais. arriver, au mois de mars, voilà. Donc là, ça a demandé, beaucoup de travail justement au sein du MEDEF parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui étaient, dans le besoin Mmh. et le travail d'un MEDEF territorial comme, le MEDEF Paris. C'est une association indépendante au sein d'une organisation qui est, elle-même nationale et cetera, mais c'est une association qui gère, des entreprises qui sont adhérentes et donc ces entreprises, elles ont des besoins et on est là pour les accompagner. Moi, j'ai coutume de dire à mes adhérents et ça fait rigoler mon équipe, qu'on est la conciergerie de luxe des entreprises parisiennes. C'est-à-dire que tout ce dont on a besoin, on est susceptible de donner un coup de main. Et donc là, bah, le coup de main, c'était, comment je fais pour le PGE? Comment je fais pour le Ouais. chômage partiel? Comment je fais pour, être, inscrit, sur la liste S1 parce que, voilà, je suis pas comme ci comme ça? Comment je fais pour, obtenir des masques, et cetera, et cetera. Donc on était H24 sur le pont et ça a duré quand même un certain temps. Donc tous mes projets ont été, bouleversés par ça, mais bon, je fais pas exception à la règle, hein. Tout le monde, s'est trouvé dans la même situation. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues sur le MEDEF, bon, même si l'audience qui nous écoute est plutôt assez business friendly, mais c'est un mot qui fait un peu peur en fait quand même, parfois MEDEF et pour toi justement, aujourd'hui, c'est quoi la mission du MEDEF pour, des entreprises, des entrepreneurs? Enfin, tu parlais de conciergerie de luxe, un peu avec le sourire, mais on comprend. Mmh. Mais peut-être, nous dire justement en fait la réalité quoi derrière, tu vois? L'image, que qu'on peut avoir, tu vois? D'une association, pour je retiens le mot association d'ailleurs, Oui. plus que syndicat et donc je serais curieuse justement d'avoir ton regard là-dessus. En fait, le MEDEF, c'est un syndicat patronal, en l'occurrence, c'est une, organisation, c'est une instance, représentative au sens de la loi. Donc les accords interprofessionnels, les accords de branche, et cetera, sont susceptibles d'être, négociés entre, différents partenaires sociaux, qui sont nommément désignés par la loi. Donc le MEDEF en fait partie et donc il a autorité à s'asseoir avec les organisations représentatives les autres organisations représentatives pour négocier un accord qui touche, qui va venir, se substituer au droit du travail. Donc, on n'a pas besoin de passer par la case parlementaire et cetera. À partir du moment où les organes représentatifs, du monde du travail se mettent d'accord. Là, par exemple, il y a une question, sur un accord sur le partage de la valeur. Hein, ça revient sur le tapis dans l'actualité parce Mmh. que voilà, mais l'accord il est fait en fait. Je veux dire, les partenaires sociaux se sont mis d'accord. Alors si l'État s'en mêle, ça va peut-être compliquer les choses, mais sinon ça peut très, très bien marcher comme ça. Donc il y a tout un tas de sujets
que les syndicats, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, sont capables de discuter entre eux sans l'aide de personne. Mmh. Voilà, donc ça, c'est quand même Une grosse partie voilà, du job. ça, c'est la partie, c'est le rôle du national. Donc, en étant une entreprise, en étant adhérente du MEDEF, peut, faire valoir, son cas particulier, son expérience du terrain et cetera. Parce que, il y a une expression qui est très, heu communément utilisée, dans à tour de bras, c'est on dit: «Un tel est hors sol». Bah, Ouais. là, pour le compte, on est dans le sol, c'est-à-dire que, les entreprises disent: «Bah, voilà, moi, mon cas, ce qui se passe dans la réalité, dans le concret, voilà ce qui s'est passé sur le terrain» et cetera. Donc ça, par capillarité, ça remonte au niveau du national et ça permet d'alimenter, des prises de décision, entre partenaires sociaux qui, jouent leur rôle. Bon. Et puis il y a ça c'est l'aspect, on va dire macro. L'aspect micro, c'est qu'en fait, les chefs d'entreprise, ils sont un peu tout seuls. Moi je l'ai vécu parce que tu 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 as, des responsabilités et finalement assez peu de gens autour de toi avec qui tu peux échanger, hem, d'égal à égal, de manière très libre. Heu, Quand tu es chef d'entreprise, tu peux parler avec tes associés, tu peux parler avec tes actionnaires, tu peux parler avec ton board, tu peux parler avec tes collaborateurs, tu peux parler avec ta famille, mais tous ces gens-là ont quelque part partie liée avec toi. Au MEDEF, tu te retrouves avec quelqu'un qui est juste patron. Il peut être patron d'une boîte du CAC 40 ou patron d'une entreprise de 3 personnes. Mais, tout le monde est au même niveau. On est dans une instance où, voilà, il y a pas de on te regarde pas, en fonction de ta réussite, tu partages des problématiques et ça, tu peux le faire, de manière libre et et moi, j'ai trouvé, lorsque j'ai adhéré au MEDEF, c'est ça qui m'a, il y a très longtemps, c'est ça qui m'a, fait du bien. Mmh. C'était, cette bienveillance, les gens disaient: «Tiens, tu fais quoi toi?» «Bah, moi, je fais des gâteaux». «Ah, c'est sympa, c'est quoi?» «Ah bah, on Mmh. a une pâtisserie». «Ah bon, mais c'est quoi?» «Ah bah, c'est bien, oh dis donc, ça bah, ça a l'air pas mal et tout ça». «Bah, je viendrai, alors, et c'est quoi votre, «Bah, c'est macarons». «Ah, c'est quoi les macarons?» Voilà, il y a pas de jugement, et petit à petit, bah, forcément, tu fais connaître ton travail, tu rencontres des gens intéressants et tu rencontres des gens avec lesquels tu peux librement échanger sur des les problématiques qui sont les tiennes. Donc ça me paraît être essentiel. Moi, ce que j'ai apporté dans enfin, ce dont je suis porteur dans mon mandat, c'est que précisément, le MEDEF a pas nécessairement, l'image, d'être très progressiste ou moderne et cetera. Alors, on va mettre de côté la question de ce que c'est que la modernité. On va peut-être faire un autre podcast sur le sujet, mais en tout cas, la je trouve ça parfaitement juste. Alors, il y a une dimension, qui est que, je suis pas sûr que les Français, soient, heu passionnés par la question de l'entrepreneuriat. Mmh. Alors ça a changé parce que maintenant, les jeunes gens qui veulent se lancer, tout le monde veut créer sa boîte, et cetera. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais heu, donc cette dimension, de la relation à l'entreprise, c'est une sorte de «je t'aime moi non plus», qui est très typique, à l'esprit français. Ça vient peut-être du fait que la moitié de l'économie en France est publique, donc Mmh. finalement la puissance publique elle est très présente dans l'économie. Et du coup, voilà, ça vient aussi du fait que pendant très longtemps, jusqu'à une époque assez récente, le patronat s'incarnait quand même dans des figures qui étaient, un peu, old style, et je vais pas te surprendre en te disant qu'il y a encore aujourd'hui, au sein du MEDEF, des gens qui représentent, Ouais, ouais. ça. Moi, mon engagement,
mon mandat, je l'ai construit sur un programme extrêmement simple. Il y a 40 administrateurs au conseil d'administration du MEDEF Paris, donc je suis allé voir chacun d'entre eux. Ils me connaissaient, mais mon prédécesseur était aussi président de l'Union des industries pétrolières. Mmh. Donc, moi, j'étais voir tout le monde en disant, attendez, j'étais son vice-président et son trésorier, et j'ai respecté son mandat et je l'ai accompagné pendant 9 ans. Mais moi, mon engagement part complètement sur autre chose. Mon engagement part sur l'idée que les entreprises doivent se préoccuper de la transition environnementale, et qu'on ne peut pas construire une transition environnementale si on ne se préoccupe pas de la dimension sociale, donc environnementale, transition sociale. Et on sortait des gilets jaunes, donc je n'avais pas été chercher ça très loin, c'était juste sous nos yeux. Et le volet numérique ou digital, parce que je pense qu'il y a sans doute un certain nombre de solutions qui peuvent être trouvées là-dedans et qui peuvent permettre de répondre aux 2 premiers sujets. Et je dis: «Réfléchissez bien parce que avant de voter pour moi, parce que moi, ça va être mon combat». Et j'étais très étonné de voir que les 40 administrateurs m'ont dit: «Mais Charles, c'est ça qu'on veut. Mmh. En fait, nous, notre boîte, c'est ça notre priorité, on est uniquement là-dedans. En fait, on est complètement avec toi, on veut ça. Donc merci de le porter, merci de l'incarner» et cetera. Donc ça m'a donné vraiment, Mmh. voilà. Donc il y a l'image et moi je vais pas la changer. Après, quand j'entends des hommes politiques, parler des patrons, d'une manière insultante, ç ça me blesse. Ça me blesse parce que, les patrons, enfin la plupart de ceux que je connais, ils partagent, le quotidien de leurs collaborateurs, et puis ils partagent aussi, tout un tas de problèmes. Sauf que quand ils rentrent chez eux le soir, les problèmes sont encore avec eux. Les problèmes de fin de mois, les problèmes de carnet de commandes, les problèmes de voilà, donc ils les quittent pas. Donc je vais pas faire pleurer personne, attention, mais c'est un choix. Mmh. Moi je comprends qu'on n'aime pas les patrons finalement, parce que moi j'ai jamais supporté. Je personnellement, l'idée d'avoir un patron m'est insupportable. Exactement. Voilà, Qu'il a fallu que tu deviennes le propre, tien. exactement. Charles, écoute, on pourrait en parler encore, pendant, en tout cas, de longues minutes, mais le temps passe. Je veux être respectueuse de ton temps et donc il est temps maintenant de passer à mon fameux crible, qui sont des questions, parfois étonnantes, parfois, dérangeantes, je ne sais pas, tu vas me le dire. La première, c'est: est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec? Et si oui, peux-tu me dire surtout les enseignements, que tu en as tirés? Quand je dis un grand échec, c'est presque un échec que tu apprécies, tu vois, à ce stade, parce Mmh. qu'il t'a appris des choses, que tu gardes précieusement. Oui, bah, il y en a un qu'on a un petit peu qu'on a survolé, c'est que, hem, et c'est l'enchaînement des circonstances. Je vends ma participation dans Pierre Hermé et je quitte, ça en je tourne la page et je pars sur autre chose, et puis, le covid est là et il faut s'occuper de tout un tas de choses et cetera. Et puis, en février de l'année suivante, donc en février de 2021, je suis en discussion avec quelqu'un, pour un business, et il me dit, on a un rendez-vous qui est en province, et il me dit, «Faut absolument qu'on tienne ce rendez-vous». Alors pour moi, c'est compliqué parce que familialement, j'ai des problèmes, pour y aller ce jour-là et cetera. En plus de ça, on est confiné, donc on n'est pas supposé, Ouais. aller à l'autre bout de la France, sauf, motif impérieux et compagnie. Mais j'y vais parce que par, respect et cetera. On passe la journée ensemble et au moment où il me ramène au train, il me dit: «Je suis quand même très embêté». Hem, je dis: «Ah bon?» Il dit: «Oui, parce que ma femme est à la maison, elle a le covid». Et là, je me dis: «Mince, j'ai passé toute la journée avec un cas contact», et donc je lui en veux énormément d'avoir autant insisté pour me faire venir, et voilà, et la semaine d'après, je suis à l'hôpital en réanimation. Ah, j'ai pas su cette histoire. Incroyable. Et
Et à ce moment-là, heu, finalement, En heu, réanimation. j'ai accusé réception de la de tous les bouleversements qui s'étaient produits dans ma vie. Et du coup, il a fallu que je me reconstruise, heu, physiquement d'abord parce que, tu ressors d'un épisode comme ça, ça prend 10 minutes pour monter un étage, enfin voilà, c'est quand même très compliqué. Et j'ai pris acte et j'ai vraiment accusé réception du fait que, j'avais peut-être, tourné la page de manière un petit peu désinvolte, que je m'étais peut-être caché des choses à moi-même, enfin, tu vois? Donc j'ai, alors c'était pas un échec au proprement parler, mais d'une certaine manière, si, quand même. En tout cas, c'est le plus récent, que j'ai eu à éprouver. Et donc, le travail de reconstruction, que j'ai entamé depuis, a été lent et difficile, mais intéressant. Charles, s'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que tu referais différemment? Eh bien, à coup sûr, je n'abandonnerai pas, heu mon activité de conseil, comme je l'ai fait en 2010 quand Crédit Mutuel CIC est rentré au capital du groupe Pierre Hermé. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde autour de la table, mes actionnaires, les nouveaux actionnaires avec qui, j'ai toujours des rapports, CMCIC, c'est des gens, pour qui j'ai beaucoup d'estime et avec qui j'ai des rapports encore aujourd'hui, même s'ils sont plus actionnaires avec moi. Heu, on dit: «Charles, OK, on a investi de l'argent dans la boîte, et cetera et mes partenaires aussi, hein, à l'époque, donc il faut que tu arrêtes tout et que tu Mmh. te consacres 100 maintenant à quoi. 100% à ça». Et heu, moi je me suis dit: «Bah oui, ils ont raison, faut faire ça». Aujourd'hui, où je mène plusieurs activités, de front, y compris du conseil, j'investis, et cetera. Heu je sais que je comprends leur posture et je comprends d'où ils viennent et pourquoi ils voulaient ça, mais en fait, c'est pas moi. Ouais, puis ça te permettait certainement d'avoir plein d'idées, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, de sortir la tête de l'opérationnel, enfin. oui et en fait, je sais que je suis capable enfin, c'est pas que je suis capable, c'est prétentieux de dire ça, mais en tout cas, j'apprécie, j'aime de faire plusieurs choses en même temps et j'apprécie cette liberté-là. Qu'est-ce que tu trouves beau? Qu'est-ce que je trouve beau? Ah mon Dieu! Alors c'est évidemment au Oui. sens propre ou au sens figuré, mais quelque chose qui t'émeut, quelque chose qui ouais, un sentiment, le sentiment de sublime. Est-ce que tu le vis Écoute, parfois? hier, j'ai regardé une vidéo de Sarah Vaughan qui chante, Misty et j'ai pleuré. C'est tellement sa voix est tellement incroyable, la façon dont elle chante, heu, bah, tu te trouves, complètement transporté dans voilà, donc moi je trouve il y a beaucoup de choses que je trouve belles. En fait, j'ai une sorte de filtre cognitif, qui fait que j'ai du mal avec la laideur. Tu ne vois que le beau. J'essaie. Une bonne réponse. Alors la question corollaire, c'est qu'est-ce qui t'irrite profondément? C'est de voir, la manière dont, le débat public, est tombé extrêmement bas. Heu le monde des idées, c'est appauvri d'une façon, absolument, abyssale. En fait, je me dis: «Mais comment on a fait pour en arriver là?» Et par extension, il y a beaucoup de domaines, dans lesquels, je me dis, on peut se dire, comment on a fait pour en arriver là? La question de l'environnement, par exemple, c'est Mmh. comment on a fait pour en arriver là? Heu, voilà. Mais à tout l'épisode qu'on a là,
vécu avec le soi-disant débat sur les retraites, etc. Le peu de le peu de qualité avec lesquelles les, les, les hommes politiques, les élus s'expriment, c'est assez affligeant. Alors, moi, je trouve ça terrible en fait. Je crains que tu ne sois pas le seul. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui te plaise particulièrement, qui te parle, peut-être que tu te répètes, enfin qui t'ont porté à un moment donné, que tu pourrais partager avec nous? Il y en a pas mal, mais il y en a une que j'affectionne particulièrement et que je répète souvent à mes équipes quand on est on est en plein milieu de la tourmente et que voilà, faut avancer et faire des choses. Je dis, la stratégie, c'est la première victime de la guerre. La stratégie, c'est la première victime de la guerre. Ça veut dire qu'en fait, quoi, l'opérationnel t'empêche de faire de la stratégie, c'est ça? Non, ça veut dire que on planifie des choses, on programme des choses, Mmh. on établit des plans et ce qui nous rend puissants, c'est qu'on est prêt à abandonner Mmh. la stratégie Le à plan. tout moment, le plan pour en changer parce que au vu des circonstances, au vu de ce qui se passe sur le terrain, on s'adapte, on évolue, on change. Super intéressant. Encore quelques petites questions. Alors celle-ci, je l'aime bien, je pense qu'elle va te plaire aussi. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Ce que je veux dire par là, c'est donc une croyance, heu, ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau politique, ça peut être ce que tu veux, mais où tu constates que globalement les médias ne sont plutôt pas en phase. Enfin, je dis les médias et la culture actuelle, si tu veux, n'est plutôt pas en phase. Alors, j'ai C'est pas la effectivement compétition non politiquement correcte. oui, alors il y a quelque chose auquel je crois profondément et qui est, très controversé et de plus en plus, c'est Mmh. moi je crois à la liberté des gens de penser, de s'aimer, de, faire ce qu'ils ont envie de faire, la liberté, de croire, de ne pas croire. Je crois à la liberté, par exemple, pour les femmes, de se voiler ou de se dévoiler. Je crois à la liberté d'entreprendre, beaucoup. Voilà et tous les jours, je vois que cette croyance-là, elle est extrêmement controversée parce que, tout ce qui se passe autour de nous, heu va dans le sens de la restriction de la liberté des libertés et c'est absolument incroyable que, au XXIe siècle, plus on avance et plus on on va vers un monde d'asservissement et c'est ce qui est fou, c'est que, il y a une grande partie de cet asservissement qui est volontaire. C'est-à-dire les gens veulent plus de sécurité, ils veulent plus d'assurance, ils veulent, Bah, le Covid en est un très heu bon exemple. voilà et moi je crois à la liberté. Donc je C'est pense que controversé c'est une effectivement. idée c'est une idée très controversée. Bah, je te remercie, écoute, de l'avoir partagé. Encore 2 questions pour toi. Un sujet sur lequel tu aurais changé d'avis? Un sujet sur lequel j'aurais changé d'avis, heu, je crois il y en a plein. Heu si, enfin il y en a un sur lequel j'ai vraiment, fait un un triple salto arrière. Heu, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une autre citation, heu d'un grand jazzman, qui a dit, heu: «L'humanité est sur la bonne route, mais pas dans la bonne direction» et Sun Ra, voilà, Sun Ra, un maître de l'improvisation et le sujet sur lequel j'ai vraiment fait un triple salto arrière, c'est la RSE. En fait, tu m'aurais interviewé, bah, quand on s'est rencontrés et tu serais venu me voir en disant: «Écoutez, voilà, on va faire un rapport, RSE» et cetera. J'aurais sans doute mis fin à l'entretien de Assez rapidement. manière Ouf, j'ai
pas aborder le sujet. Voilà. Et d'ailleurs, ma moitié, quand elle me parlait de ça, j'ai dit: «Écoutez, moi j'ai pas de je EBITDA, Ouais, TRI, voilà, RSE, pas trop non, d'infos. SNCF, RATP quoi, ça c'est bon». Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai vraiment changé de en fait, Qu'est-ce qui t'a c'est, fait changer d'avis? heu mes proches, les gens autour de moi, la façon dont le monde évolue. J'ai ouvert les yeux en fait sur, heu heu, en fait, je croyais, dans la science. J'étais, tout à fait persuadé que un monde, où finalement, les responsabilités, sont assumées par des gens qui sont des scientifiques, donc qui savent, quand même ce qu'ils font, et cetera. Qu'on n'allait quand même pas se mettre dans des problèmes, aussi importants que ceux que l'humanité va avoir à affronter dans les décennies qui viennent. Donc je me dis: «Bon, ça va bien aller». Alors je crois au progrès, hein, je crois encore au progrès, mais faut que le progrès se mette au service de la préservation de notre environnement, parce que, sans quoi l'humanité va avoir de sérieuses difficultés. C'est clair. Dernière question, alors celle-ci, je pense qu'elle va durer un petit moment puisque, la question c'est quel est le ou quels sont les livres qui t'ont le plus marqué, impacté? C'est une question terrible pour les Mmh. amateurs et les grands Mmh. lecteurs comme toi, Mmh. mais il faut faire des choix, Charles, et donc je vais te demander quelques livres, peut-être ceux que tu m'as apportés, je ne sais pas. Ouais. Bah, on va retenir 2. On va retenir 2. Le livre de Jean-Marie Floch, Alors je le sors, heu, hop, sémiotique, marketing et communication sous les signes, les stratégies. voilà. Jean-Marie Floch, paix à son âme, était quelqu'un d'absolument brillant. Il a été, l'animateur, le fondateur, la clé de voûte de l'école de sémiotique de Paris. C'est lui qui m'a, appris la sémiotique. Heu, je lui voue un culte. Voilà, j'invite, tous les gens qui vont écouter le podcast à lire ses livres. Il nous a quittés, malheureusement, trop jeune, et voilà, c'était un maître. Et aujourd'hui, ce maître, il a un disciple, qui s'appelle Benoît Helbrin, qui est philosophe et qui est un ami, et que j'adore, et qui est un garçon extrêmement brillant. Voilà, donc j'invite à lire Benoît Helbrin et Jean-Marie Floch. Puis il y a de quoi faire parce que l'un et l'autre ont publié. Après, mon livre de chevet, enfin celui qui ne me quitte pas, jamais, ce sont les Mémoires du cardinal de Retz. Magnifique. Donc Paul de Gondi, heu, que j'adore pour la forme. Alors, ouais, il est un peu abîmé, j'ai un petit peu, je l'ai un peu malmené, mais moi je suis pas fétichiste des livres, ils ont leur vie. Voilà, c'est extrêmement, heu, pour moi quelqu'un qui a manié la langue, Mmh. d'une façon, parfaite. Et j'ai découvert le cardinal de Retz en lisant Guy Debord, puisque, Guy Debord, cite, le cardinal de Retz comme étant son modèle de référence dès qu'il s'agit d'écriture et de Mmh. style. Et donc je me suis dit: «Ah, c'est Qui est quand même cette personne? bizarre qu'un type comme ça cite un ecclésiastique». Et donc j'ai voulu, Et ça se lire. vérifie. Et ça se vérifie. Alors c'est peut-être mes études, mon enfance, dans une école catholique C'est qui ça qui remonte à la qui surface. qui n'a jamais cessé Te hanter. de me hanter, ou ouais, ou hanter, ou structurer peut-être. Charles, écoute, je te remercie 1000 fois pour ton temps. En plus, du coup, maintenant, j'ai plein de livres à découvrir puisque je n'en ai lu aucun, tu vois? Et donc, je te remercie 1000 fois. Je te remercie aussi d'avoir partagé autant de choses avec nous
Si on veut te retrouver, puisque maintenant que tu t'intéresses au monde des réseaux sociaux, tu y es actif Oui, oui, tout et à donc fait. on peut te suivre et on peut te alpaguer, on peut te questionner, on peut Tout à parler, fait. sémiotique avec toi sur LinkedIn On peut-être Oui, et sur sur LinkedIn, oui, sur LinkedIn. J'ai aussi un compte Instagram, mais plus qui est un personnel. compte, privé, personnel, D'accord, que je partage avec des gens que je connais, heu, voilà. très Donc là, bien. c'est Donc Charles donc sur Snati LinkedIn, sur LinkedIn. absolument. Un grand merci pour ton temps. Merci Pauline.